RTI1, bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres de ce jour. L'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires vont investir 10 milliards dans le nord du pays, un montant alloué à l'adduction en eau potable et à plusieurs projets d'assainissement pour le bien-être des populations. On en parle dans quelques instants en ouverture d'édition. Demain, lundi, sera célébrée à travers le monde entier la Saint-Valentin, une fête considérée comme celle des amoureux, une célébration au cours de laquelle les couples échangent des cadeaux et des mots doux. Nous irons à la rencontre de ces femmes qui rivalisent le secret pour agrémenter l'instant. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a été réélu ce dimanche pour un deuxième mandat de 5 ans. Le président qui remplit a, dans son discours, promis de se battre pour la démocratie contre la Russie. Il a reproché à la Russie de menacer l'Europe d'un conflit armé en Ukraine. Merci de regarder RTI1. L'État de Côte d'Ivoire, la Banque islamique de développement et l'UEMOA sont à l'ouvrage dans le nord du pays. Ils réalisent d'importants travaux d'adduction en eau potable. Des opérations d'assainissement et de construction de latrines sont en cours, le tout assorti d'une sensibilisation. Ce projet dénommé BID UEMOA, d'un coût global de 10 milliards de francs CFA, permettra d'améliorer les conditions de vie en milieu rural. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée vendredi dernier à Koka, dans le département de Korogo. C'est un reportage signé Léon Pro. Ce château couvre jusqu'en 2034 les besoins de 50 mètres cubes d'eau potable par jour des 5500 âmes de Koka, département de Korogo, tout en gardant en réserve sur la même période 38 mètres cubes d'eau potable par jour. Koka bénéficie également de latrines améliorées à domicile et pour son public, des infrastructures conjointement financées par l'État, la Banque islamique de développement et l'UEMOA. Le coût global de ces réalisations s'élève à 10 milliards 700 millions de francs CFA, dont une bonification de 2 milliards de francs CFA et un financement de 63 millions destiné au suivi, évaluation et à la coordination régionale. Au total, 120 forages, 30 systèmes d'alimentation en eau potable, 98 latrines publiques améliorées et 4845 autres à domicile au terme du projet. Selon les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement, s'en trouveront améliorées les conditions de vie de 300 000 personnes de 150 villages des districts autonomes des Savanes et du Denguélé. Plus de 50% des populations n'ont pas accès à l'assainissement de base. Cela est fort regrettable car les conséquences sur la mortalité et la morbidité des enfants de moins de 5 ans sont élevées. Le projet BID UEMOA a pour objectif d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, tout en favorisant la création de pôles de croissance socio-économique, à générer des revenus additionnels pour les ménages et assurer leur sécurité alimentaire. Le projet BID UEMOA, donc pour améliorer la santé et renforcer la productivité des populations en zone rurale. Comment ne pas traduire notre infinie reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui fait tant pour le Poro, qui donne tant à la Côte d'Ivoire. On ponctué l'inauguration des infrastructures pour marquer le lancement du projet BID UEMOA, la remise d'équipements de salubrité et de certificats de fin de défécation à l'air libre, mais surtout un hommage au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Initiateur du dit projet, l'ex-chef du gouvernement en a lui-même lancé la phase pilote en février 2019. On continue à parler de développement dans seulement quelques semaines. Le péage de Grand Bassam sera ouvert à la circulation. Mais avant sa mise en service, le Haut Conseil des transporteurs vient de lancer une campagne de sensibilisation. Elle concerne les usagers des villes d'Aboisseau, d'Adiaké, de Bonois et de Tiapoum. Des usagers qui s'engagent à leur tour à faciliter la collecte des droits de passage. Les précisions de Lanciné Bakayoko.
Les futurs usagers du péage de Grand Bassam, prêts à dégainer le porte-monnaie pour s'acquitter de leurs droits de passage. Ce poste de péage, construit sur l'axe flambant de 180 km, relie Abidjan à Noé, non loin de la frontière ghanéenne. Ils ont fait le petit match, mais il faut entretenir. Sans l'argent, on ne peut pas entretenir. S'il y a pont à péage, on peut avoir l'argent pour entretenir notre route. Et la route, c'est notre bureau. Tout ce qui roule dans le véhicule, il faut une bonne route. C'est pour ça que nous sommes d'accord. Mais les automobilistes amenés à franchir régulièrement la barrière de péage de Grand Bassam émettent quelques observations dont la prise en compte devrait concourir à une plus forte implication. Le principe du péage est bon. Nous, on veut que, sincèrement, que ça soit un prix un peu supportable pour les transporteurs. Plus que nous, on fait des va-et-vient. C'est pour lever toutes ces inquiétudes que le Haut Conseil du patronat des transporteurs a rassemblé l'ensemble des usagers de la route Abidjan-Noé à la mairie de la ville d'Aboissou. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que la qualité de la route étant un indicateur de performance des transporteurs routiers, tout transporteur routier digne de ce nom souhaite avoir à sa disposition des routes de qualité. Le gouvernement ivoirien étant engagé sur ce chantier, la question de son entretien et de sa préservation est une question partagée par tous. Au-delà des Grands Bassam, la politique des routes payantes qui va s'étendre à tous les grands axes participe de la pérennité de l'activité du transport en Côte d'Ivoire. L'appel que nous lançons aujourd'hui, c'est que nous devenons aujourd'hui les agents de préservation de la route, les agents d'entretien de la route. Donc s'il y a des opérations de péage qui sont engagées, cela veut dire tout simplement que l'État est en train de nous aider à avoir de bonnes routes 24 heures sur 24. La tarification du passage et la date de mise en service du péage de Grand Bassam ne sont pas encore connues avec précision, mais le gouvernement affirme que les travaux sont achevés à 98%. On parle maintenant de défense avec le séminaire bilan 2021 de la gendarmerie nationale qui s'est achevé samedi à Yamoussoukro. Rappelons que c'est le plan d'action prioritaire du gouvernement qui a été adopté par la maréchaussée au titre de l'année 2022 des forces de défense et de sécurité qui s'engagent à rester au contact et au service de la République et des populations. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Fin du séminaire annuel de la gendarmerie nationale. Pour le bilan 2021, des avancées sont à noter au niveau des ressources humaines, 5,20%. La logistique, 10%, avec le renforcement de la capacité du parc auto. Sur le plan opérationnel, de nouvelles unités. Le groupement spécial pour lutter contre l'orpaillage illicite et un autre contre l'exploitation illicite des produits agricoles. Pour 2022, les choses doivent pouvoir continuer dans le bon sens. Une perspective forte. La gendarmerie nationale qui veille sur la République et la population. Intensifier le renseignement et la police de proximité. Cette recommandation particulière est au cœur de l'action de la gendarmerie en 2022 à travers le thème suivant. La gendarmerie nationale, force de contact au service de la République et des populations. En effet, la gendarmerie nationale renforce sa stratégie de contact au service des populations et de la République de façon franche et désintéressée, bien que cela puisse favoriser le recueil du renseignement. La hiérarchie entend guider les hommes dans ce sens, pro-légué, pro-patria. Nous devons nous servir de cette devise comme essence, afin d'avoir un comportement toujours contrôlé, mesuré, en étant pratique et efficace. Après les perspectives, place à leur mise en œuvre. Le séminaire de Yamoussoukro a été une occasion pour la gendarmerie nationale de saluer les actions du président de la République et le management du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Et on s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19 au 13 février 2022. Le
ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 13 février 51 nouveaux cas de Covid-19 sur 2098 échantillons prélevés, soit 2,4% de cas positifs, 32 guéris et 0 décès. À la date du 13 février, la Côte d'Ivoire compte donc 81 169 cas confirmés, dont 78 925 personnes guéries, 789 décès et 1455 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 383 371. Le 12 février, 110 546 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 9 166 466 doses du 1er mars 2021 au 12 février 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le ministre Adama Diawara était au contact des populations de Niangon dans la commune de Yopougon. La rencontre a été marquée par la mobilisation des jeunes et des femmes qui militent pour une meilleure insertion socio-professionnelle. En retour, le professeur Adama Diawara les a exhortés à la solidarité, à la paix et à l'unité autour du président de la République. C'est un reportage de Serge Koléa. Le ministre Adama Diawara s'imprègne du quotidien des populations de Niangon Sud, dans la commune de Yopougon. Ces populations se sont mobilisées pour exprimer leur soutien aux actions de cohésion, d'unité, de réconciliation et de paix de leurs hôtes. Occasion pour elles de soumettre des doléances liées à l'insertion des jeunes et à l'autonomisation des femmes. On a besoin du soutien du ministre, c'est-à-dire pour les femmes qui sont dans le commerce, nos marchés, on n'a plus de marché. Autre lieu visité par le ministre, la communauté catholique Béthanie, la grâce du quartier Koweït. Ici, les fidèles chrétiens ont également exprimé leur gratitude à l'invité du jour pour son soutien à l'occasion du 25e anniversaire de leur communauté. La communauté prie pour notre pays, pour le développement de notre pays. Donc la visite de notre ministre nous rassure que ce que nous faisons, ça a une portée et qu'on continue de prier pour notre pays pour que tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Comme à toutes ces rencontres avec les populations de la commune de Yopougon, Adama Diawara a fait le bilan des réalisations du gouvernement. Il a également exhorté les uns et les autres à s'approprier les valeurs de paix et de solidarité prônées par le chef de l'État. J'essaie d'appeler les filles et les fils de Yopougon à la cohésion, à la solidarité, à l'union, à la fraternité. Et en matière de solidarité, comme je l'ai dit à maintes reprises, d'ici quelques mois, nous allons mettre en place un instrument d'entraide, un instrument de solidarité pour venir en aide un tout petit peu aux jeunes et aux femmes de la commune de Yopougon. Le ministre Adama Diawara a sollicité la contribution des populations de la commune de Yopougon pour une cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux. Situé dans la commune de Datekoubé, le sanctuaire marial à Notre-Dame d'Afrique a aujourd'hui 35 ans d'existence. L'anniversaire de ce temple de prière a été célébré ce dimanche par des fidèles chrétiens venus témoigner leur reconnaissance à la Vierge Marie. Au cours de son homélie, le cardinal d'Abidjan, Jean-Pierre Coutoir, a invité les chrétiens à garder la foi en Jésus malgré les adversités. Les temps forts de la célébration avec ce reportage de Jean-Marc Djadji. Sanctuaire marial d'Abidjan, louanges et prières au rendez-vous de la célébration du 35e anniversaire de cette paroisse. C'est dans une ambiance de joie que les fidèles chrétiens catholiques ont témoigné leur gratitude à la Vierge Marie et à Jésus-Christ. Ici, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues prier, qui ont été guéries, qui ont cherché un travail et qui ont voulu effectuer des voyages et qui étaient malades et qui ont obtenu la guérison. Qu'il y avait des divisions et qui sont venus obtenir la grâce de l'unité et de la réconciliation. À tout moment qu'on arrive ici, on arrive sur ce lieu de prière, vraiment tout est grâce. Centre de pèlerinage, ce site d'invocation et d'exaucement aura donné satisfaction aux requêtes des nombreux fidèles, au nombre desquels des personnalités, mais aussi des communautés sœurs. Ces célébrations placées sous le sceau de l'amour est l'expression de l'engagement de ces pèlerins. L'amour pour son prochain
on profite pour dire la reconnaissance que nous avons à Jésus pour tous les bienfaits qu'il fait pour nous. Chacun, dans sa religion, quel qu'en soit, doit prier son Seigneur pour amener toujours les grâces sur la Côte d'Ivoire pour que nous vivons dans un pays de paix. Je suis venu dire merci à Marie. Président de cette célébration eucharistique, le cardinal Monseigneur Jean-Pierre Coutouin a exhorté les fidèles à faire le bilan de leur consécration. Il a par ailleurs exhorté les Ivoiriens à cultiver l'unité et la paix. À l'occasion de ce jubilé de Rubis, je vous exhorte à garder la certitude. Jésus ne nous a pas quittés, qu'il n'a pas abandonné son Église, encore moins notre pays. Il sera toujours au rendez-vous que nous lui donnerons. Il sera là, toujours là, dans nos moments d'angoisse et de doute, quand la foi semble disparaître, à condition que nous sachions lui faire confiance. C'est le 1er février 1987 que ce centre a été inauguré. Ce 35e anniversaire est une occasion pour les leaders de cette paroisse de présenter le nouveau chantier de ce site, dédié à la prière et à la prise en charge des personnes démunies. Et qui parle de religion parle également de paix avec le continent africain qui fait des propositions pour la réunification des deux Corées. C'était au cours du sommet mondial pour la paix qui s'est tenu le 10 février dernier en Corée du Sud. Cette initiative de la Fédération pour la paix universelle a vu la participation de 157 pays, un événement également largement suivi en ligne par des millions de personnes. Les précisions de Cheikh Aboubakar Koné. Cette cérémonie de l'eau exécuté par des représentants de 6 religions dans un esprit de prière pour la paix dans la péninsule coréenne, œuvre le sommet mondial 2022 pour la paix, tenu en Corée du Sud il y a quelques jours. L'événement signé Fédération pour la paix universelle a rassemblé des personnalités venues de tous les continents autour de la problématique de la paix dans le monde et singulièrement celle de la réunification des deux Corées. Cette réunification des deux Corées est de l'ordre du possible selon cet ancien vice-président des États-Unis. On a réalisé qu'on pourra donc porter des fruits si on fait des efforts ensemble. Heureusement, on voit la relation entre les deux Corées s'améliore, mais la paix pourra être possible si on fait des efforts ensemble. Partageant la même conviction, Macky Sall, président sénégalais, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, estime que le coût de la guerre est toujours plus élevé que le prix de la paix. Si les heures sombres de la guerre ont pu diviser le peuple coréen, je veux faire le pari optimiste que par son courage et son génie légendaire, il peut surmonter la méfiance héritée des vieilles peurs et retourner au jardin de la confiance et du dialogue pour réaliser son désir de paix. Participant à ce sommet mondial consacré à la paix dans la péninsule coréenne, le président du CESEC a, au nom du président de la République Alassane Ouattara, dit l'intérêt tout particulier que le président accorde à cette rencontre de haut niveau. Un tel forum est rendu nécessaire dans la mesure où l'évolution de nos sociétés, l'interaction entre les civilisations impose au peuple d'avoir une ligne de conduite commune, une vue partagée et inclusive sur les questions relatives à la paix et au développement humain. Je voudrais donc, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, saluer la tenue de ce sommet qui s'inscrit dans la série de ceux qu'organise la Fédération pour la paix universelle. Pour leur effort sur le front du développement et de la paix, Dame Sarah Catherine Gilbert et l'Alliance pour les vaccins ont été récompensés pour le prix Shanhak pour la paix 2022. Un prix attribué au président Macky Sall et au patron de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, respectivement en 2020 et 2019. On se rend maintenant à Boli, dans le département de Didiévi. Là-bas, 24 présidents de jeunesse et un président de mutuelle ont été installés par le président du Sénat. En présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle, ils ont été invités à saisir toutes les opportunités d'emploi afin de réaliser leurs rêves. Plus de détails avec Kader Sogodogo.
Ils sont au total 24 présidents de jeunes issus des 24 villages de la sous-préfecture de Boli et un président de mutuelle. La fêtière pour mener des actions de développement qui ont été officiellement investies à Boli par Jano Aoussou-Kouadio, président du Sénat, et Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Des jeunes qui s'organisent et qui auront besoin d'être soutenus pour mener toute la jeunesse de Boli vers des chantiers prospères. Créer une cohésion sociale entre nos jeunes, créer des projets, travailler en unité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a une vision pour la jeunesse ivoirienne. Celle de Boli ne sera pas oubliée. Les autorités présentes n'ont pas omis d'inviter cette jeunesse à s'inscrire résolument dans la paix et la discipline. Nous avons pu donc aider ici dans le département de Didier Vie 347 personnes pour 80 50 000 francs CFA. Vous avez aussi exprimé des besoins en matériel, riziculture, motoculteur, et tout ça a été évalué donc à 20 millions de francs CFA. Alors je dis que les 20 millions de francs CFA sont accordés. Nous devons relever certains défis. Et le défi, c'est la cohésion en notre sein. Le défi, c'est la protection de la paix. Et un des défis majeurs, c'est notre entente. Venons avec Alassane Ouattara pour apporter le développement dans la région du Yangui. Cette cérémonie qui a mobilisé la population du département de Didier Vie a été une occasion pour le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, de prôner la cohésion pour un développement harmonieux. À titre d'exemple, il a annoncé l'arrivée prochaine du bitume à Boli. De retour à Abidjan, on se rend maintenant dans la commune de Yopougon où les femmes du mouvement Les Élites se mobilisent. Elles ont décidé de sensibiliser leurs proches et la population pour la cohésion sociale. Et justement, la présidente du mouvement a été investie par le représentant du maire de la commune. C'est un reportage de Laure Goretti commenté par Alexis Ouedraogo. Les femmes de Yopougon s'engagent pour la cohésion sociale et le développement de leur commune. Regroupées en association dénommée Les Élites, leur présidente a été investie par Issoufou Koulibaly, représentant du maire de la commune. Nous sommes sur le terrain afin de prôner ce développement, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Je sais que les femmes sont un acteur majeur dans ce développement-là. La mission que nous confions aux élites, c'est le renforcement de la cohésion, de la fraternité, de la solidarité ici à Yopougon. C'est s'engager dans le développement de la commune de Yopougon. Nous avons la plus grande commune, nous avons besoin de beaucoup de paix, beaucoup de cohésion. Et nous sommes venus donc au nom du ministre pour leur dire toute la disponibilité du conseil municipal, du ministre Kafana à les soutenir. Cela permettra également aux femmes qui constituent le groupe élite et tous les jeunes qui y sont de pouvoir développer ensemble des actions de développement, des actions de prise en charge et d'autonomisation. Désormais, Yasmine Tano et ses consorts sont des ambassadrices de la paix et de la cohésion sociale au sein des populations de Yopougon. Je vous le disais en titre, demain 14 février, la Saint-Valentin, la fête de l'amour, sera célébrée à travers le monde entier. Et les femmes de sortir le grand jeu pour la circonstance. Des femmes qui mettent toutes les chances de leur côté pour raviver la flamme de l'amour dans leur vie de couple. Dans l'univers des secrets de femmes, c'est un reportage d'Alexis Ouedraogo. L'amour à l'honneur. Pour la Saint-Valentin, ce lundi, les programmes se dessinent déjà. Belle table avec un couvert magnifique, repas particulier et puis beau cadeau. Belle amitié, permettez que je garde ça un secret. S'apprêter en secret pour certains ou bien au contraire, tout préparer à deux comme le couple Kouakou. On a une histoire vraiment très vieille, une histoire commune, une complicité. Ce qui fait que bon, ce qui l'intéresse m'intéresse, ce qui m'intéresse l'intéresse. Voilà, donc je ne vois pas le mal à l'accompagner, que ce soit au marché, que ce soit pour aller chercher une pommade ou aller chercher quoi que ce soit. Pour Zita Ferro, spécialisée depuis une dizaine d'années dans l'accompagnement des couples, célébrer l'amour, c'est un art de tous les jours. Pour moi, une Saint-Valentin réussie, ça se prépare d'avance. Parce qu'on ne peut pas espérer donner de la joie ou ressentir de la joie de son partenaire quand il n'est pas apaisé durant la journée. Donc ça commence déjà, on va dire, 1 jour avant ou 2 jours avant. On enterre les haches de guerre, on aplanit tout
Et on commence à préparer le partenaire à la soirée, on va dire, féerique qu'on lui réserve. Et pour préparer ces moments de romance, les femmes, elles n'hésitent pas à sortir le grand jeu. Il faut aujourd'hui que toutes les femmes aient une valise diplomatique. Parce que cette valise diplomatique doit contenir des choses secrètes. Ça passe par des coquineries, ça passe par également le parfum. On a le parfum de tous les jours, mais quand on rentre, on doit avoir le parfum spécial pour monsieur. Lingerie fine, parfum, encens, jeu coquin, autant d'astuces pour plaire. Les hommes sont interpellés. Depuis quelques années, nous, on sent beaucoup de motivation venant des hommes. Mais j'aimerais quand même lancer un petit message aux hommes. Autant la femme se prépare, autant la femme se plie en quatre, autant la femme recherche toutes les bonnes adresses pour vous faire plaisir. Ce jour de la Saint-Valentin, je vous prie de faire de même. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour une femme de rentrer chez elle le soir ou de se faire livrer de la lingerie choisie par son homme. C'est quelque chose qui tout de suite envoie des étincelles. Ce lundi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Belle fête aux amoureux. Avec tous ces artifices, les hommes n'ont qu'à bien se tenir. Et évidemment, en prélude à la célébration de la Saint-Valentin, le magazine du dimanche recevait aujourd'hui un love mentor ou encore un coach en amour avec Hamza Diaby. Queen Linati a parlé de la fête des amoureux. Elle a expliqué comment maintenir la flamme de l'amour dans les couples. On regarde un extrait de son passage. Le dénominateur commun pour avoir un couple durable qui dure dans le temps, c'est la confiance. La confiance. C'est parce qu'on a confiance qu'on décide de s'ouvrir à l'autre. C'est parce qu'on a confiance qu'on décide de faire le restant de sa vie avec notre partenaire. Et la confiance, ça s'entretient. Ça s'entretient avec quoi? La transparence. Donc, il faut être transparent pour éviter que ce genre de choses arrive. Normalement, on ne doit pas être gêné que notre conjoint prenne notre téléphone s'il y a la transparence. Si la soumission est perçue comme étant être l'esclave de l'autre, je dirais non. Par contre, si la soumission, c'est de comprendre que être soumis, c'est être sous la mission d'une personne, donc être sous la mission de l'homme qui est le chef de famille, et vous, en tant qu'épouse, vous êtes, on va dire, vous êtes l'homme est le PDG, vous êtes le DG de la famille qui est une entreprise qu'il faut gérer. Le mariage, c'est un engagement. Pour rentrer dans le mariage et espérer avoir un mariage qui dure dans le temps, il faut se préparer. Il faut se préparer. Comme un match, avant que les joueurs partent jouer la canne, ils se sont préparés. Donc pourquoi est-ce que quand il faut rentrer dans le mariage, on ne va pas se préparer? On veut rentrer dans le mariage parce que notre copine s'est mariée, à cause du regard des parents, à cause des qu'en dira-t-on, ou parce que si je me marie, j'aurai un bon salaire, j'aurai une promotion, mais ce ne sont pas de bonnes motivations. Ne cherchez pas à avoir forcément un conjoint parfait, cherchez plutôt vous-même à être le conjoint qu'on n'a pas envie de quitter. Et on referme ce chapitre lié à l'amour et à tous ces artifices. Que s'est-il passé dans le monde entier du lundi à ce dimanche 13 février 2022? La réponse, c'est dans le 7 sur 7, une sélection d'Alec Lavry commentée par Alexis Wintraogo. Lundi, Emmanuel Macron a rencontré son homologue Vladimir Poutine à Moscou pour tenter de désamorcer la crise ukrainienne. Le président français a aussi rencontré le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que des milliers de soldats russes restaient postés à la frontière. Benjamin Roger, journaliste de Jeune Afrique arrivé à Bamako dans la nuit du 6 au 7 février, a été expulsé du pays. Interpellé par la police et conduit dans les locaux de la brigade d'investigation judiciaire, il a été entendu puis conduit à la police de l'air et des frontières, où son expulsion lui a été signifiée. 12 personnes ont été tuées dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad. Les cultivateurs accusent les premiers de saccager leurs champs. Début août, 22 personnes avaient péri dans des combats pour des raisons similaires à 200 km à l'est de N'Djamena. Le lieutenant-colonel Paul Damiba a été déclaré président par le Conseil constitutionnel burkinabé, devant qui il doit prochainement prêter serment. La date de la prestation n'a pas été précisée, mais elle devra intervenir rapidement.
Le président américain a appelé ses concitoyens vendredi à quitter immédiatement l'Ukraine face au risque de guerre. Joe Biden a répété qu'il n'enverrait pas de soldats sur le terrain en Ukraine pour évacuer des Américains au risque de déclencher une guerre mondiale. Le président du Sri Lanka a interdit les grèves dans les secteurs de la santé et de l'électricité samedi, au 6e jour d'un mouvement syndical qui paralyse les hôpitaux publics du pays. Selon ce texte, toute personne refusant de travailler encourt 5 ans de prison et une confiscation de biens. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a été réélu dimanche pour un deuxième mandat de 5 ans. Dans un discours prononcé juste après l'annonce du résultat, il a promis de se battre pour la démocratie tout en reprochant à la Russie de menacer l'Europe d'un conflit armé en Ukraine. On marque un arrêt ici. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée à tous et surtout sur RTI 1. Bonsoir.